Bien, alors vous avez été hardi, curieux ou imprudent au milieu de tant de soignants d'inviter un philosophe qui se sent perdu comme une aiguille dans une botte de foin. Et mais j'espère que vous allez quand même finir par me trouver. On m'avait demandé, à moi qui ne suis pas médecin ni accompagnant de malade, de faire la synthèse de cette journée. Tâche impossible. En exprimant ce que j'ai acquis, ce que j'ai appris, à quoi ça m'a fait penser et mes doutes. Alors j'ai appris beaucoup, mais je ne comprends rien à vos acronymes. Alors j'ai fini par comprendre que HAD, ça doit vouloir dire hospitalisation à domicile, mais les autres, c'est vraiment pas possible. Je vais donc un peu jouer le Huron de service. Le Huron, vous savez, c'est l'Indien d'Amérique qui arrive en Europe et qui dit « mais le roi est nu ». J'ai beaucoup entendu parler de mort, de temps ou plutôt de durée, de tension entre Eros et Thanatos, d'anticipation, de complémentarité des compétences. Eh bien, je vais essayer de reprendre tout ça parce que ça faisait écho à ce que j'avais préparé. Du point de vue, si j'ai bien compris une intervention ce matin, d'un patient, moi, incurable, chronique, mais qui va bien, hein, et philosophe. Les échanges précédents ont insisté sur le soin, qu'il faut envisager autant du côté de la sollicitude que de la thérapie, sur l'anticipation de moments difficiles qui doivent rester des moments de vie au sens plein, sur la relation entre le projet de vie et le devoir mourir, et donc aussi sur ce en quoi constitue et que ce que signifie une liberté fragile et finie. Je m'attacherai donc à ces trois thèmes, l'être pour la vie, la temporalité et la liberté. On dit souvent que l'homme est le seul vivant qui sache qu'il doit mourir, et que c'est pour ça qu'il a inventé la philosophie. J'en crois rien. Mais ce qui m'importe, c'est la façon dont on considérera le rapport que chacun de nous entretient avec ce savoir occulté qu'on doit mourir. Car comme disait Jacques Madol, je sais que je dois mourir, mais je ne le crois pas. Envisager sa mort n'est pas une pensée agréable, et donc la plupart du temps, on la refoulera. Pascal le disait très bien, les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. À défaut de pouvoir guérir la mort, suffit-il de n'y point penser? L'homme vivant n'est ni un objet ni un organisme. C'est un être de relation. Relation organique et psychique avec sa mère, in utero, relation affective avec ceux qui se chargent de lui dans la petite enfance, avec son environnement, sa famille, ses amis, ses adversaires, tout au long de sa vie. Relation professionnelle dans la vie de travail. Les philosophes expriment cela par trois expressions. C'est un être dans, c'est un être avec, c'est un être pour. C'est un être dans, DANS, dans un environnement physique, sain ou pollué, paisible ou belliqueux, misérable ou prospère, cultivé ou inculte. Ce milieu de vie, affectif autant que physique, le conditionne et le dispose à être inquiet ou confiant dans ses ressources et ses capacités. Il était plus facile à chacun de nous d'être confiant dans l'avenir quand la guerre ne frappait pas l'Europe et qu'on pouvait considérer que les progrès techniques et médicaux résoudraient les problèmes de l'énergie, des épidémies, etc., que la nature surabondait de ressources disponibles, qu'aujourd'hui était meilleure qu'hier et qu'on finirait toujours par trouver une solution. Ces dernières années nous ont montré que nous vivons dans un monde fragile et fini. L'homme est aussi un être avec, qui ne saurait vivre seul, qui ne peut subvenir seul à ses besoins vitaux, qui a besoin d'autrui et de la société. Pas seulement pour survivre, mais pour vivre une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes, pour reprendre la formule de Paul Ricoeur. Dès avant sa naissance, il entre en relation avec sa mère, qui l'attend ou le dénie, qui lui offre son prénom ou en parle de manière impersonnelle, le bébé,
qui se soucie de lui et de son bien-être autant que du sien propre. De sa naissance à sa mort, il vit avec et pour autrui, sous la forme de ses proches, de ceux qu'il aime et qu'il aime, mais aussi des institutions, de ses maîtres, de ceux qui l'éduquent, avec une grande diversité de formes, de relations, bienveillantes ou hostiles, stimulantes ou répressives, aimantes ou indifférentes, qui favorisent aussi bien la reconnaissance et l'estime de soi, conditions nécessaires de l'amour de soi, ou bien le mépris et la mésestime de soi. C'est enfin un être pour, un être d'anticipation et de projet, capable de faire des promesses et de les tenir, de se souvenir et d'espérer. Quel rapport avec la maladie incurable ? Eh bien, la manière d'envisager la mort comme terme ou comme horizon. À Spinoza, qui disait que la philosophie est une méditation non de la mort, mais de la vie, Heidegger répondait que l'homme se définit comme l'être pour la mort, parce qu'il sait qu'il doit mourir, alors que l'animal ou le très jeune enfant n'en sait rien. Et Heidegger caractérisait la mort comme l'impossibilité de toute possibilité. Quand je serai morte, plus rien ne sera possible pour moi. Considérer l'homme comme un être pour la vie, lui qui est le seul animal capable de curiosité et de créativité jusqu'au dernier jour, alors que le petit chaton, ça dure 6 mois. Ou bien le considérer comme un être pour la mort, ça change tout, et notamment la façon d'envisager la naissance, d'une part, la mortalité, d'autre part. La naissance peut être considérée comme un simple fait biologique, après la grossesse, l'accouchement et la séparation physique de la mère et de l'enfant. Mais on peut aussi la penser, comme le faisait Hannah Arendt, comme source de nouveauté, de créativité, de spontanéité inventive, de liberté. Et on peut aussi envisager la mort de différentes façons, comme l'ouverture sur un autre mode de vie quand on est croyant, semblable au passage de la vie in utero à la vie en plein air, c'est-à-dire un mode de vie plus riche et plus créateur. Et dans ce cas-là, devant ce beau risque, il faut se préparer pour y arriver en pleine forme. On peut, à l'inverse, la penser comme un néant qui ne nous concerne jamais, comme faisait Épicure. La mort ne nous concerne pas, puisque quand on est vivant, elle n'est pas. Mais quand on est mort, nous ne sommes plus. Donc, la mort n'est rien pour nous. Mais il y a autour de la pensée de la mort un certain nombre de confusions. D'abord, la confusion de la mort et de l'agonie, représentée, préméditée comme un état de souffrance, ce qui n'est pas inévitable, et qu'on doit tout faire pour éviter, ce qui, je crois, est un des fondamentaux des soins palliatifs. Mais aussi la rétroprojection de l'impossibilité de toute possibilité, qui est le propre du mort, qui ne peut plus rien faire effectivement puisqu'il n'existe plus, avec le transfert ou la projection de cette même impossibilité sur le vivant en fin de vie. Mais c'est faux, car il y a bien des cas où celui qui sait qu'il va mourir sous peu invente quelque chose de neuf, d'imprémédité, comme de se marier avec quelqu'un qu'il aime depuis longtemps. Le cas le plus célèbre est peut-être celui de Socrate, qui, condamné à mort et refusant la fuite que lui proposent ses amis, décide, en attendant le retour des bateaux de Delphes qui sonneront l'heure de boire la ciguë, décide donc d'apprendre à jouer de la guitare, mêlée pleureuse à la porte de la chambre et philosophe tranquillement avec ses amis. Enfin, il y a confusion entre la mort en première ou deuxième personne, ma mort, celle de celui que j'aime, avec une mort impersonnelle et statistique. La mort en première personne, ma mort, c'est ce qui nourrit l'exigence créative. J'ai du temps devant moi, un certain temps, peut-être pas beaucoup de temps, mais sans que j'en connaisse le terme. Dans le loisir ou dans l'urgence, il me faut faire, inventer, créer ma vie avec ceux avec qui je vis et lui donner du sens, me l'approprier par des actes de liberté. Le seul aspect positif que je vois à la méditation de la mort,
c'est d'accentuer la conscience et l'exigence de la liberté et le goût de l'innovation et du partage. Savoir qu'on doit mourir, c'est aussi s'étonner d'être. C'est vivre ce jour que je vis comme un cadeau, pas comme un fardeau, comme une occasion à saisir aux cheveux, comme la possibilité et l'urgence d'actualiser un de mes possibles latents, de faire des rencontres nouvelles, de saisir une potentialité qui était mienne, mais que je ne connaissais pas. Et ce que je dis là, je pourrais le dire aussi de la vieillesse. La mort doit être pensée en lien avec la naissance. Un enfant nous est né, dit la liturgie de Noël. Il n'est pas né tout simplement, il nous est né. Il est né pour nous, pas forcément au sens salvifique du christianisme, mais en un sens banal. Tout enfant qui naît est un visage nouveau, imprévisible d'humanité, une promesse. Et combien de personnes en fin de vie ont attendu l'annonce d'une naissance chez un de leurs proches pour mourir? Je ne parlerai pas de la mort en deuxième personne, celle de celui que j'aime, que je connais, que je veille, car elle relève d'une autre problématique, celle du deuil, et on ne fait pas le deuil de soi-même, sauf à être le philosophe Fontenelle, qui, le jour de sa mort, eut la visite de son médecin, qui lui demanda « Comment allez-vous » Et il répondit « Mal. Il me semble que je me manque déjà. » Je dirais donc résolument que je suis un être pour la vie, non pour la mort, et que chaque moment de ma vie doit être vécu pour ce qu'il est. Comme disait Montaigne, quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. Et il ajoutait que la mort me trouve là, plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et plus encore de mon jardin imparfait. C'est dire aussi que nous ne sommes pas seulement comme sont les choses, mais que nous existons. Et avec l'existence apparaît la question du sens, au double sens de la signification et de la destination. Si l'on peut bien dire que la destination ultime de tout être fini, c'est-à-dire pas seulement de l'homme, mais de la pierre, de l'arbre, de l'animal, la destination ultime de tout être vivant, c'est la destruction et la mort. Et en ce sens, s'il est vrai que dès qu'il est né, un humain est assez vieux pour mourir, la vie humaine a une signification, celle que je lui donne par ma vie, celle que les autres lui donnent, et cette signification varie au cours du temps et elle persiste après la mort grâce au souvenir d'autrui. Maintenant, la temporalité. Être gravement malade, c'est vivre un autre rapport au temps que celui que vivent ceux qu'on dit bien portants parce qu'ils ne se soucient pas de leur santé. C'est d'abord le temps de l'attente. Lorsque des malaises sérieux se manifestent, le premier bouleversement vient de la prédominance de l'attente. Attente du diagnostic, puis du pronostic, avec cette question récurrente « j'en ai pour combien de temps ?» mais aussi attente des résultats d'analyse, attente de la consultation ou de l'examen, dans des salles d'attente qui sont tout sauf des lieux d'attente douce. Un ami fort malade, à qui je demandais comment il vivait ce temps de l'attente, me répondit « ça me rappelle le service militaire. On attend tout le temps sans savoir ce qu'on attend et ce qui va se passer. Ordre, contre-ordre, libération. D'une certaine manière, ça m'a entraîné. » On peut certes soulager l'attente en lisant, en parlant avec d'autres patients, mais cette attente n'est qu'un des aspects du rapport au temps propre à la maladie. Et le second aspect, bien plus important, c'est celui de la restriction des possibles. La première chose qui marque la conscience d'être malade, c'est qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait sans y penser. Mon corps ne joue plus le jeu que j'ai dans ma tête, me disait Anne, une amie handicapée. Je ne peux plus marcher des heures sur un sentier de montagne. Je ne peux plus travailler longtemps. Je suis tout de suite fatiguée, épuisée. Avant d'aller faire des courses, il faut que je calcule combien de mètres me faudra faire à pied. Avant de me lancer dans une tâche habituelle, il faut que je réfléchisse avec qui pourra m'aider, alors que j'étais autonome, forte, et que je n'aime pas me faire aider. Je ne peux plus me projeter dans un avenir indéfini.
Le champ de mes possibles s'est drastiquement rétréci. Mais comment ouvrir le champ des possibles avant de tenter de l'épuiser ? À condition de ne pas restreindre mon possible à ce que je pouvais faire avant, à ce qui m'était habituel. Mon possible s'est recouvert de brume, et d'autant plus que si je sais que mon avenir est limité, cela se double de l'incertitude de l'heure de la fin. L'incertitude de l'heure est pourtant à la fois une source d'inquiétude et une force. C'est parce que nous ne savons pas quand nous mourrons que nous pouvons garder un avenir ouvert, faire des projets, mener à bien des tâches. Si nous disposions d'un temps indéfini, nous n'aurions bientôt plus le goût à rien commencer, comme l'a montré Simone de Beauvoir dans son roman « Tous les hommes sont mortels ». Et c'est là même le fondement de l'espérance médicale. Tout homme qui est en vie peut voir sa vie prolongée. Cela ne signifie pas qu'elles doivent l'être, bien sûr, mais cela implique que la mort est à la fois nécessaire, au sens d'inévitable, qu'elle ne peut pas ne pas arriver un jour, mais qu'elle est aussi contingente, au sens où, sans absurdité manifeste, elle peut arriver maintenant ou plus tard, ici ou ailleurs. C'est d'ailleurs cette contingence qui nous fait reculer mentalement l'horizon de notre mort, sauf quand une maladie grave nous atteint, et qu'il faut bien y songer, c'est-à-dire songer à prendre des dispositions. Vivre et se penser dans l'horizon de la mort, cela requiert une attitude mentale pas toujours valorisée, l'anticipation. L'anticipation est peu pratiquée de nos jours, même si on parle de directive anticipée, et elle a souvent mauvaise presse. La publicité, les réseaux sociaux, où chacun se montre sous son meilleur jour, et bien des discours publics font l'apologie de la jouissance immédiate du temps présent. Enjoy, profite, prends du bon temps. Ces injonctions sont le fait de sociétés riches. Elles ne sont pas le fait de sociétés très rudimentaires et très pauvres qui prévoient l'hiver en été, qui se réjouissent des premières fleurs à la fin de l'hiver qui annoncent le printemps, mais qui n'anticipent pas. Et je pense ici aux gardiens de yak du Bhoutan, comme l'a montré le très beau film d'un homme du Bhoutan, L'école au bout du monde, que j'espère vous avez vu. On la rencontre, l'anticipation, plutôt chez des patrons qui anticipent les mouvements de la bourse ou les mouvements de grève, des cadres qui organisent le travail d'autrui, encore que bien peu ait anticipé ce nouveau rapport au travail qu'a engendré l'épidémie de Covid. C'est pourtant une démarche rationnelle qui prend en compte le rapport causal et qui sait envisager une pluralité de faits possibles qui feraient éclater le schéma habituel de comportement. Anticiper, ce n'est pas seulement prévoir, c'est imaginer divers possibles, plus ou moins probables, qu'il s'agisse d'événements, de situations, de rencontres, et réfléchir rationnellement aux moyens qui permettent de les optimiser. La prévision n'est pas romanesque. Il n'y a pas de roman de prévision. Il y a des rapports. Mais il y a des romans d'anticipation qui envisagent différents mondes possibles, des romans de fiction, pure fiction, car l'anticipation implique toujours une part d'imagination, et notamment celle de possibles imprévus. Cette démarche peut-elle s'appliquer à des maladies invalidantes, mais non immédiatement létales ? Et c'est la question des soins palliatifs anticipés précoces. Que signifie précoce dans soins palliatifs précoces ? Ceux qu'on peut proposer alors que le malade ne s'y attend pas, ne les réclame pas, parce qu'il ne se sent pas et qu'il n'est pas en fin de vie. Cela correspond à la deuxième dimension du soin, qui n'a pas pour objectif la guérison, mais le vivre mieux, le care. Le soin, dimension essentielle des soins palliatifs, n'est pas seulement traitement, soulagement des défaillances et des souffrances, il est aussi, vous l'avez dit longuement, accompagnement, sollicitude. En un sens donc, toute mort est par définition prématurée, même celle de l'arrière-grand-mère encore vive. Toute vie est à tout instant un verre plein et non pas un verre à moitié vide, c'est la taille du verre qui change.
Montaigne, à 50 ans, se considère comme un vieillard, et il l'est en un sens puisque son corps se délite. Pascal, à 39 ans, Mozart, à 35 ans, ont fini ce qui était leur vie et non pas une vie autre amputée. Le soin comporte différents moments qui correspondent à des qualités spécifiques. L'attention pour être capable de remarquer et d'évaluer un besoin, la responsabilité ou la prise en charge de ce besoin, la compétence dans la mise en œuvre du soin correspondant, la capacité de répondre ou la réaction aux soins donnés et reçus. Dès lors, on peut penser l'anticipation, que Montaigne appelle très justement la préméditation, la méditation préalable comme pratique et préméditation de la liberté. Je cite, « Il est incertain où la mort nous attend, attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir? Il a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. Il n'y a rien de mal en la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est pas mal, qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre. » Ici, il ne s'agit pas d'apprendre à mourir, mais bien d'apprendre à vivre au mieux cette étape de la vie qu'est la fin de vie pour le malade et pour ses proches. Or, encore Montaigne, l'homme marche entier vers son croît et son décroît, vers sa croissance ou sa dégradation. Il faut redire avec force, et j'insiste là-dessus, que cette marche n'est pas mesurée, comme le temps de nos machines, par une norme de vitesse ou de durée. Une voiture dont le moteur tombe gravement en panne la première année est une machine mal faite. Un enfant qui tombe malade n'est pas un enfant mal fait. On dira qu'il n'a pas eu de chance. Bien que cette idée soit très difficile à envisager et douloureuse, il faut redire avec force que la plénitude d'une vie ne se mesure pas au nombre de jours, mais à l'intensité de la vie, aux relations qui se sont construites, à l'amour reçu et donné. La liberté humaine, ce n'est pas la liberté d'indifférence, ce n'est pas la possibilité de faire ce qu'on veut, de faire une chose et son contraire. La vraie liberté est réfléchie, éclairée, elle choisit ses possibles ou elle en invente en fonction des circonstances et des opportunités. C'est avoir une conception bien pauvre de la liberté que de la restreindre à une capacité de choix entre A et non A, entre A et B. La liberté a pour condition la spontanéité et la créativité. Et c'est ça que les nazis ont essayé de détruire en premier dans les camps. Être libre, c'est garder sa spontanéité, être capable d'inventer quelque chose, de créer de nouveaux possibles, de rester dans l'horizon de la nativité. Où que votre vie finisse, elle y est toute. L'utilité du vivre n'est pas en l'espace, elle est en l'usage. Tel a vécu longtemps qui a peu vécu. Faites-y attention pendant que vous y êtes. Il gît en votre volonté, non au nombre des ans que vous ayez assez vécu. Montaigne encore. Une philosophie réaliste de la finitude n'est pas une philosophie du désespoir, parce que notre finitude est solidaire, que nous n'œuvrons pas seuls, mais avec d'autres, et que là où l'un défaille, l'autre peut prendre le relais, dans la famille comme dans l'institution. Dire que la sagesse est une méditation de la vie et non de la mort, ça ne signifie pas qu'il ne faille jamais penser à la mort. Et d'ailleurs, le voudrait-on qu'on ne le pourrait pas. La mort des autres nous atteint de plein fouet, et il est bien des professions qui ont en charge la mort d'autrui. Mais méditer la vie et non la mort, cela signifie ne pas se focaliser sur la mort, mais se rappeler qu'un agonisant est encore un vivant, a fortiori un malade. Méditer la vie, une vie humaine, c'est ruminer cette pensée que la vie humaine n'est pas répétition, mais création, non pas fatalité, mais liberté, non pas clôture du passé, mais ouverture sur l'avenir, non pas possession, mais don. Comme le disait si bien Jean-Louis Trintignant à la mort de sa fille Marie, ne pensons pas à ce que nous perdons par son départ, mais d'abord à ce qu'elle nous a donné.
On dit parfois, après la mort d'un acteur, le spectacle continue. Le vieux Démocrite comparait la vie à une pièce de théâtre. Tu entres, tu joues ton rôle, tu sors. Marc Aurèle ajoutait « Mais je n'ai joué que 3 actes ». Voilà qui est bien dit. Mais dans la vie, 3 actes font toute une pièce. Et il y a des pièces qui ne font qu'un acte et qui sont de vraies pièces, belles, émouvantes, inoubliables. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement, disait La Rochefoucauld. Certes, mais ils se peuvent regarder obliquement, avec des lunettes protectrices. Reconnaître la fragilité, la précarité, la finitude de notre existence, les pallier autant que faire se peut par des soins adaptés, c'est cela, apprivoiser la mort. Un des aspects essentiels des soins palliatifs, à mon sens, bien que je les connaisse que de seconde main, qu'ils soient précoces ou tardifs, ce n'est pas seulement de soulager la douleur et d'assurer l'accompagnement, c'est d'ouvrir un espace de possible, c'est de permettre d'exercer sa créativité, c'est de faciliter au maximum les relations aimantes, et c'est ce que je vous souhaite de pouvoir faire.